Chères sœurs, chers frères, chers amis, pour une fois, c'est un franc-maçon au cœur même de la Grande Loge de France, l'une des deux principales obédiences de la nation et la plus ancienne, qui aborde ce sujet traditionnellement réservé aux adversaires de la franc-maçonnerie, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, depuis les traditionnelles accusations jusqu'aux fantasmes de tout poil, qu'on voit fleurir sur cette question tout au long d'une période de 3 siècles et plus. Et on a beau être habitué, je ne vous cache pas qu'au fil des années, on est toujours surpris, voire étonné au sens étymologique du grand siècle, c'est-à-dire frappé de stupeur, de constater l'extraordinaire imagination des contempteurs de la franc-maçonnerie. Il est vrai infiniment proportionnel à leur inculture, pour ne pas dire leur immaturité ou leur ingénuité. Celle-ci croit ou laisse croire en effet que la franc-maçonnerie disposerait de pouvoirs secrets, lui permettant de nuire à l'espèce humaine. Rien de plus irrationnel que tout cela, puisque l'amour de l'autre constitue le fondement de la maçonnerie, même si ses adeptes aiment à rappeler qu'il marche sur 2 jambes, celle de la raison et celle de l'intuition, puisque ici même, si la quête est d'essence ésotérique, c'est-à-dire intérieure, et non exotérique, c'est-à-dire extérieure, tout est d'abord affaire d'humanité et d'éthique humaniste. Pourquoi donc la franc-maçonnerie, qui pourtant a entre autres pour mission de lutter contre les préjugés, en génère-t-elle autant ? Pourquoi suscite-t-elle tant de fantasmes négatifs, voire répulsifs, pour ne pas dire tant de haine, quoique peut-être exerçant de ce fait une réelle fascination, malgré l'extravagance des arguments avancés, ou justement en raison de leur extravagance? Comment ces fantasmes se sont-ils développés, et comment continuent-ils à le faire, y compris dans les sphères les plus improbables, comme la presse, utilisant l'été pour relancer ses ventes, usant de ce qu'on appelle le jargon journalistique un marronnier, voire le net, véhiculant à grande échelle les informations les plus folles. Telle est la teneur des propos que j'ai le plaisir de tenir aujourd'hui devant vous et que je vais décliner autour de 4 thèmes principaux. Le premier est naturellement celui du complot, qui lui est irrémédiablement associé au nom de associé. C'est un nom à l'origine mystérieuse qui viendrait de l'anglais et signifierait terre détrempée, à moins qu'il ne soit français et signifierait cordelette serrée. Les frères Larousse et Littré ne sont pas d'accord sur ce point, sauf à souligner qu'il est rarement employé avant le XIXe siècle, à l'exception de Racine, qui dans Athalie fait justement dire à un de ses personnages « Celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants, arrêter les complots. » Quoi qu'il en soit, ce terme, comme à connotation exclusivement négative, a fini par désigner au fil du temps l'activité d'un groupe occulte, et naturellement néfaste ou subversif, agissant dans l'ombre pour le moment venu prendre le contrôle, on ne sait pas très bien de quoi, au juste, de l'argent, des esprits, des consciences, des âmes, de la société, des États. Selon un récent sondage qui a fait un peu de bruit depuis sa publication il y a quelques jours dans le journal Le Monde, 80% des Français croient à l'existence de complots en matière de santé publique, de politique étrangère, de finances internationales. Et ce qui explique que pour beaucoup, la franc-maçonnerie, qui pourtant se définit comme une association d'hommes libres et de bonnes mœurs, ne serait qu'une sournoise machine à comploter dans l'ombre maléfique de ses repères fermés, ce que pourtant contredit la présence ici cet après-midi d'auditeurs étrangers à l'ordre, vous-même, mesdames et messieurs, qui nous faites l'honneur d'être présents. Et ceci est d'entrée singulier, puisque pour ce faire, il faudrait d'abord que les francs-maçons soient d'accord entre eux. Or, le fait que dans les loges maçonniques, tous les membres, puisqu'ils sont hommes et non des produits manufacturés, sont d'opinions différentes, et que le respect des opinions de chacun constitue un principe intangible, sans compter le fait qu'il y a plusieurs obédiences véhiculant des sensibilités
différentes, démontrent, si besoin était, qu'il ne saurait y avoir de mot d'ordre, d'objectifs assignés ou de projets communs. D'accord. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, je vous le dis. À l'exception d'un seul, bien sûr, considérer que tout homme est d'abord son frère en humanité. Contrairement à ce que l'on croit, il y a en fait autant de convictions que de francs-maçons, puisque ceux-ci viennent d'horizons différentes, portent des cultures différentes et conservent, cela va de soi, leur propre caractère lorsqu'ils se font initier. Ceci compromet donc toute démarche collective, de même que le rappel d'un sentiment incontournable, l'engagement maçonnique est d'abord d'ordre individuel, puisque l'essentiel de toute initiation est d'abord de se changer soi-même. Le complotisme, d'où qu'il vienne, et je reviendrai plus loin, puisque c'est justement pour la franc-maçonnerie qu'il a été inventé, n'est que l'explication simple, pour ne pas dire simpliste, que donnent en général les gobe-mouches qui ne comprennent pas la raison des choses, pour ne pas parler bien entendu de tous ceux qui souffrent de paranoïa plus ou moins aiguë. Je livrerai enfin un autre argument dont chacun reconnaîtra la portée. Comment les francs-maçons, qui en France sont tout au plus 175 000, pourraient-ils contrôler un pays de 68 millions d'habitants qui de surcroît est multiculturel, multireligieux et multi-ethnique? 2 ou 3 informations en passant. Non seulement pour entrer en franc-maçonnerie, il faut un casier judiciaire vierge, mais encore, chaque année, les responsables des obédiences, comme des loges, donnent leur nom en préfecture, comme la loi l'impose à toute association en France, puisque les loges sont avant tout des associations. Le tout sans compter le fait qu'il n'est pas facile de devenir franc-maçon, tant le parcours d'admission est complexe, et que celui-ci, contrairement à ce que certains pensent, comporte plus de devoirs que de droits, à commencer par celui d'exemplarité. Malgré cela, l'antimaçonnisme a toujours été vif et a même généré, pour le qualifier, un néologisme qui, semble-t-il, est aussi ancien que la franc-maçonnerie elle-même, bien qu'il ne soit plus guère employé aujourd'hui, puisque les francs-maçons ne le connaissent plus, celui de l'atomophage. Du latin latomus, le tailleur de pierre, qu'on peut littéralement traduire par bouffeur de maçon, pour ne pas employer celui de maçonophobe, voire plus complexe encore, d'anti-iramique. À tout cela s'ajoute le fait qu'il convient de faire une sorte de mea culpa collectif, que face aux attaques dont les francs-maçons ont été perpétuellement l'objet et parfois la victime, pour les mêmes raisons que je viens de donner et au vu même de l'irrationalité de ces attaques, ils n'ont jamais su opposer d'une défense précise, homogène et unie, se contentant le plus souvent d'en rire, soit de se murer dans une splendide indifférence face à ce récurrent déferlement. Mais qui a commencé à enfermer la franc-maçonnerie dans le complotisme, le conspirationnisme et le fantasmatique? À tout seigneur, tout honneur, citons l'Église. L'Église catholique, évidemment, puisque contrairement à elle, les églises protestantes ne la pourchassent pas. Malgré le fait évident que la franc-maçonnerie soit fondamentalement et essentiellement chrétienne dans ses origines, elle a été pratiquement dès sa naissance condamnée par la Sainte Église romaine et apostolique. En vertu de la bulle In eminenti postalotus speculata, fulminée par le pape Clément XII le 28 avril 1738. Encore que ce dernier ait d'abord tenté de s'en servir pour remettre la dynastie des Stuarts catholiques sur le trône d'Angleterre, d'où les avait chassés la dynastie des Hanovre protestantes, puisque c'est, à tort ou à raison, au premier qu'on attribue l'introduction de la franc-maçonnerie sur le continent européen. En fait, ce ne fut que lorsqu'il s'aperçut que cette restauration était impossible que Clément XII condamna cet ordre dans lequel se pratiquait une chose horrible, pensez donc, la réunion des catholiques et des protestants qui, au lieu de se sauter à la gorge et de s'étriper mutuellement, fraternisaient, devisaient de conserve et banquetaient de même. Mais ce ne fut pas le motif de la condamnation, sans doute par crainte du ridicule. Celui-ci fut d'une part l'aspect secret des réunions, ce qui est secret est forcément suspect,
et d'autre part les serments contractés sur la Bible, considérés comme une pratique hérétique et blasphématoire, mais preuve cependant de la totale inclination chrétienne d'un ordre qui, du reste, ne réputait à l'origine que des chrétiens. Cette bulle, cependant, ne s'appliqua pas à la France, puisque le Parlement de Paris, qui d'une part comptait nombre de francs-maçons dans ses rangs, et d'autre part, au nom d'un gallicanisme fortement influencé par le jansénisme, et la relation entre jansénisme et franc-maçonnerie est bien plus étroite qu'on ne le pense, ou qu'on ne le suppose, récusait formellement l'ingérence du Vatican dans les affaires intérieures du royaume, refusa de l'enregistrer. Ceci fit, on était alors sous Louis XV, qu'elle demeura sans effet, et permit à l'art royal de prospérer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce dont témoigne toujours le fameux mot de la reine Marie-Antoinette: la franc-maçonnerie, tout le monde en est. Pourquoi voulez-vous qu'elle soit dangereuse? Parce que tout le monde, évidemment, entendons bien sûr la noblesse, la bourgeoisie et les artistes, à l'exclusion de l'immense majorité des Français paysans, même ouvriers et dans les colonies esclaves. Première condamnation pontificale donc d'une Église qui pourtant laisse souvent entendre dans ses chapelles la musique liturgique du frère Mozart, qui certes, par sa perfection, ne peut qu'incarner la voix de Dieu qui est montrée. Elle fut suivie de bien d'autres. On vous la liste, je vous la livre. Bulle fulminée à 4 reprises par Clément XIII, en 1754, 1758, 1766 et 1775. Bulle Ecclesia Mat Jesus Christo, fulminé par Pie VII en 1821. Bulle Co Graviosa, fulminé par Léon XIII en 1826. Encyclique Tradisti Humili, publié par le pape Pie VIII en 1829. Encyclique Miratri Vox, publié par Grégoire XVI en 1832. Encyclique Quid Pluribus Fut, publié par Pie IX en 1846. Encyclique Vehementer Nos, publié par Léon XIII en 1906, le tout rappelé par Benoît XV dans le Code de droit canonique promulgué le 20 mai 1917, et in fine, la déclaration du 26 novembre 1983 de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signée par le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, et approuvée par le pape Jean-Paul II. Celle-ci rappelle l'interdiction pour un catholique d'être franc-maçon, tout en reconnaissant que si être maçon reste un péché grave qui prive de l'Eucharistie, celui-ci n'est plus un péché mortel, comme l'a récemment rappelé le pape François, lequel pour autant a refusé l'an dernier d'accréditer un ambassadeur français supposé être franc-maçon. Et je ne parle pas des multiples écrits de certains écrivains ultramontains, plus délirants les uns que les autres, comme l'emblématique ouvrage du cardinal Gaston de Ségur, oui, le propre fils de la célèbre comtesse, Les francs-maçons, publié en 1867, qui remporta un succès considérable puisqu'il connut au XIXe siècle pas moins de 62 éditions. Ce livre fut en effet le premier à énoncer toutes sortes d'élucubrations sur l'ordre, ce qui ne manque pas de sel puisque son auteur n'était autre que l'arrière-petit-fils du comte Louis-Philippe de Ségur, souverain grand commandeur du suprême Conseil de France pendant plusieurs années, c'est-à-dire chef de la franc-maçonnerie écossaise à l'époque romantique. Notons au passage que le subtil Monseigneur de Ségur se fit encore remarquer 5 ans après la publication de cette philippique en traitant Les Misérables de Victor Hugo de livres infâmes, ce qui lui valut une verte réplique de son auteur, qui, je le précise, n'était pas franc-maçon, le traitant d'insulteur de plat et grossier écrivain, d'imbio vénéreux, de vil scribe de la plus basse espèce et de colporteur de calomnie de police, de menteur grossiers et mitrés. Le présumé complot maçonnique contre l'Église allait tant perturber dans les esprits que lorsque, en 1937, le bibliothécaire de la Grande Loge de France, l'écrivain essayiste et directeur de revue Albert Antoine, lança un appel au pape pour réunir toutes les forces spirituelles occidentales contre l'Église, dont l'Église et la franc-maçonnerie, afin de s'opposer à la montée du fascisme et du nazisme, Pie XII refusa d'y répondre. Mais il est vrai que ce pontife pratiquait l'art consommé du silence face à tous les événements de son temps, y compris les plus effroyables. Et cette conviction perdure, puisque l'année dernière, l'évêque auxiliaire d'Astiana, au Kazakhstan, Monseigneur Schneider, à l'occasion du 300e anniversaire de la création de la Grande Loge de Londres, la première donc en 1717, a donné une conférence publique pour confirmer que le but unique de la franc-maçonnerie
était bien de la destruction de l'Église catholique. Alors de deux choses l'une, et je vous prends un témoin, mesdames et messieurs, où depuis plus de 300 ans, la franc-maçonnerie poursuit effectivement ce but, et elle est vraiment nulle, car elle n'est toujours pas parvenue, ou comme tout le reste, il ne s'agit là que de fantasmes névrotiques, d'incurie intellectuelle, ce que savent parfaitement les théologiens ou membres éminents de l'Église catholique qui acceptent d'échanger courtoisement des idées avec nous, y compris au sein même de notre maison, à l'occasion de certains colloques. En fait, les tenants du rejet de la franc-maçonnerie se concentrent surtout dans les États de l'Europe de l'Est et du Sud placés sous l'autorité du Saint-Siège, et non dans les États protestants de l'Europe du Nord, où le plus souvent les rois, qui sont chefs de la religion de leur royaume, laquelle est donc indépendante de toute ingérence extérieure, le sont aussi de la franc-maçonnerie. Oui, ce qui fut le cas entre autres de ceux du Danemark, voire de Suède, oui, notre compatriote Bernadotte, devenu Charles Jean XIV, était franc-maçon, sans compter ceux d'Angleterre, photographiés portant le tablier et le sautoir maçonnique d'Édouard VII à George VI. Aujourd'hui, Sa Gracieuse Majesté, la reine Élisabeth II, à la santé duquel nos frères d'outre-Manche boivent dans les banquets rituels, comme les francs-maçons en France, à celles de ceux qui dirigent la République, ne l'est pas car elle est une femme, et c'est donc son cousin, le duc de Quinte, qui exerce la charge de grand maître honoriste d'honneur. On verra plus tard si l'actuel prince de Galles, son fils, le duc de Cambridge, reprendront le moment venu cette tradition à leur compte. En attendant, outre-Manche, comme au reste outre-Atlantique, on peut assister à l'office dominical avec ses décors maçonniques, sans choquer personne, tandis que les frères Sherlock Holmes et John Watson continuent de résoudre en loge les énigmes les plus délicates dans les romans du frère Conan Doyle, ou que les enfants continuent à s'initier à la sagesse universelle en lisant le livre de la jungle du frère Rudyard Kipling. Observez la disposition du temps dans lequel nous nous trouvons. Elle ne vous rappelle rien? La Chambre des communes à Londres, où les députés sont assis en face les uns des autres, le speaker occupant l'espace où je me trouve. J'ajoute que l'organisation des loges maçonniques a repris la structure de la paroisse protestante, en particulier le vénérable maître, élu comme le pasteur à l'inverse du curé, nommé par la hiérarchie catholique, ou les frères chargés du secrétariat, du trésor, des bonnes œuvres. L'Église catholique et non le christianisme, il convient de bien saisir cette nuance fondamentale. J'insiste particulièrement sur ce point, est donc le premier responsable du développement des fantasmes anti-maçonniques. Et ce peut être aussi parce que l'idée qu'elle en a est connexe à l'histoire de l'Italie, puisque certains de ses protagonistes de son unification au XIXe siècle, en particulier les frères Cavour et Garibaldi, ont mené la vie dure au pouvoir temporel au Vatican. D'où, dernièrement, l'exclusion de l'Église du curé de Megève, parce qu'il était franc-maçon, épisode dont je ne dirai rien, puisque d'une part, celui-ci appartenait au Grand Orient de France, qui n'est pas mon obédience, et que d'autre part, on attend toujours la réponse du souverain pontife que ce prêtre a saisi. Ne voyez dans ce constat aucune critique de ma part. C'est un fait acquis, rien de plus. Mais il appelle cette autre remarque. Contrairement à ce que beaucoup croient, la franc-maçonnerie, tout au moins la franc-maçonnerie écossaise, qui est celle de la Grande Loge de France, n'est, contrairement à la si datonophage Église catholique, nullement anticléricale. Oui, malgré ce que beaucoup pensent, il est tout à fait possible d'être franc-maçon et catholique, croyant, pratiquant, ou les deux à la fois, puisque en loge, et plus particulièrement ici à la Grande Loge de France, dont la nature du rite pratiqué est éminemment spiritualiste, chacun est libre de vivre sa foi et d'être catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, shintoïste, que sais-je encore, mais aussi agnostique, encore qu'il conviendrait, à mon avis, mieux de dire adogmatique, et même athée. Sachez que, ici, on demande seulement à ceux qui nous rejoignent d'accepter le concept de grand architecte de l'univers, dans lequel les francs-maçons écossais voient un principe créateur, ordonnateur et spirituel, ce qui permet à chacun de mettre sur ce vocable ce qu'il veut. Son Dieu, s'il en a un, la conviction de son choix, s'il n'en a pas. Tandis que parallèlement, il est strictement interdit de parler de religion politique en loge, et encore moins de voter des résolutions dans ce sens. Ceci empêche à nouveau tout complotisme anticatholique. Ceci Rome le sait bien, puisque ce que les théologiens reprochent aujourd'hui à la franc-maçonnerie spiritualiste ne sont plus les billevesées du passé. Le croire serait, à mon avis, faire offense à l'intelligence des dignitaires
mais ce relativisme qui fait que la franc-maçonnerie écossaise considère que toutes les religions se valent et qu'aucune n'a primauté sur l'autre. Et là, je dois reconnaître que c'est tout à fait exact. En particulier ici où nombre de frères, c'est mon cas, se déclarent adogmatiques, c'est-à-dire ne renient pas la démarche spirituelle, bien au contraire, mais seulement les dogmes qui en entravent l'esprit. Dire cela ne revient pas donc à nier les religions et leurs valeurs, mais bien plutôt trier le bon grain de l'ivraie en conservant ce qu'elles ont de positif et en écartant ce qu'elles ont de négatif, au nom, il va de soi, du libre arbitre. Ceux qui prennent la peine de lire nos revues ou de venir assister à nos conférences le savent. Malgré tout, aujourd'hui encore, un certain nombre de compatriotes sont toujours persuadés que les francs-maçons passent leur temps à conspirer contre l'Église catholique, comme s'il n'y avait rien de mieux à faire. Certains d'entre eux constant parmi les plus activistes. Je parle bien sûr du Front National, du Civitas, du Sang commun, du SOS tout petit, et de quelques autres, parmi lesquels l'Opus Dei, toujours à la pointe de ce combat d'arrière-garde qu'il feint de présenter comme d'avant-garde. À titre d'exemple, on a pu le constater lors de la grande manifestation parisienne organisée il y a quelques années pour protester contre l'instauration du mariage pour tous, dans laquelle on vit des affiches ainsi rédigées « Une loi inventée par les francs-maçons ». Ceci était bien sûr totalement absurde, puisque s'il y avait des francs-maçons favorables à cette loi, à titre personnel c'était mon cas, il y en avait qui étaient défavorables, comme sur tous les sujets qui concernent la vie de la cité que les francs-maçons nomment le monde profane. Sachez qu'il y a des francs-maçons de droite, du centre et de gauche, comme il y a des francs-maçons croyants ou non-croyants, c'est tout. La plupart des francs-maçons étant chefs de famille, il n'y a donc pas lieu de créer de confusions mentales déplacées, comme cela se fit jadis à l'époque du Concile Vatican II, que certains taxèrent d'entreprise de démolition de l'Église catholique, lorsque circula l'absurde rumeur que le pape Jean XXIII était franc-maçon, au vu de son côté progressiste. Hypothèse, j'imagine, non retenue par l'actuel souverain pontife, puisqu'il vient de le canoniser. Cette anecdote vous montre jusqu'où peut aller le fantasme et avec lui l'illogisme de ceux qui le propagent, s'enfermant, ou mieux s'enferrant, dans leur propre irrationalité. Mais abordons à présent un second thème, encore qu'il soit fortement consubstantiel au précédent. La présence des Juifs dans la franc-maçonnerie, qui à mes yeux est aussi décisive, a été aussi décisive, sinon plus, dans l'alimentation des fantasmes, et l'est encore. Si à l'origine seuls les chrétiens pouvaient être francs-maçons, très vite, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, un certain nombre de juifs furent admis dans la carrière, surtout dès lors que la Révolution française mit en œuvre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. En agissant ainsi, la franc-maçonnerie dite écossaise reprit en cela à son compte une pratique héritée des États-Unis, puisqu'elle était l'héritière du premier suprême conseil au monde formé à Charleston, en Caroline du Sud, en 1802, dont la moitié des membres étaient juifs, l'un d'eux exerçant même la fonction de rabbin. Il s'agissait là, bien sûr, de la simple application du concept le plus élémentaire de fraternité universelle, comme allait l'illustrer un peu plus tard l'entrée en franc-maçonnerie des Africains et des Asiatiques avec le développement des empires coloniaux. Mais les adversaires de l'ordre, et entre premiers les antisémites, qui étaient alors nombreux, et le sont malheureusement encore aujourd'hui, y virent la preuve apocalyptique de la volonté des fils de la lumière de détruire la société chrétienne en s'alliant à ceux, bien sûr, qui étaient à leurs yeux les ennemis supposés. Et ce, en particulier dans la franc-maçonnerie écossaise française, qui, du Second Empire, se donna pour chef à 2 reprises 2 personnalités du judaïsme français. Le banquier Bénédicte Baruch Allegri, puis l'avocat, député et ministre Adolphe Crémieux, par ailleurs, exerçant chacun la charge de souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, ce dernier, par ailleurs, fondateur et président de l'Alliance israélite universelle. D'où l'émergence, en cette seconde moitié du XIXe siècle, de ce fameux complot judéo-maçonnique ayant pour but d'instaurer le régime de l'Antéchrist, qui, reconnu par les papes Pie IX et Léon XIII, encore eux, allait bientôt bénéficier d'une incroyable fortune jusqu'à notre époque, avec en point d'orgue l'affaire Dreyfus, qui la généralisa, sans compter de multiples écrits à succès tels Les Juifs et les francs-maçons du chanoine Chaboty en 1880, Les secrets de la franc-maçonnerie ou le péril judéo-maçonnique de Mons
Monseigneur Fava en 1883, le roman Le Juif franc-maçon de l'abbé Desporges en 1890, ou les deux best-sellers de l'abject Édouard Drummond, La France juive en 1886 et La tyrannie maçonnique en 1899. Et avec eux, bien d'autres que je ne saurais citer sans vous lasser, sauf tout de même à souligner leur nombre extraordinaire, puisque même des revues spécialement créées pour relayer ces fantasmes obsessionnels ont été fondées, celles-là même dans lesquelles on pouvait lire ce genre de formule, qui pourrait soutenir que la juiverie maçonnique n'est pas animée de la plus infernale haine contre l'Église. Naquit ainsi, et se généralisa le terme de synagogue de Satan, pour désigner la franc-maçonnerie popularisée par le prélat allemand Léo Meurin en 1893 dans son livre La franc-maçonnerie, et que certains croient opportun d'utiliser encore aujourd'hui, même s'il est passablement grotesque, puisque le principal reproche alors formulé par l'Église catholique était l'aspect universel du judaïsme et de la franc-maçonnerie, les plaçant donc hors de la société et par là même de la patrie. C'était vite oublié que catholicisme signifie précisément universel, et que le catholicisme n'eut de cesse de mettre ce concept en pratique en évangélisant des peuples qui, à l'origine, n'étaient pas chrétiens. Parmi les innombrables citations que l'on pourrait donner de tous ceux qui ont adhéré à cette idée, je vous livre celle-ci malgré le style assez lourdingue propre à son auteur. Le juif cherche à abattre toutes les barrières par lesquelles sa race et l'état civil avaient d'abord gêné sa marche. Pour cela, il combat avec toute la ténacité qui lui est propre en faveur de la tolérance religieuse et à la franc-maçonnerie qui est complètement tombée dans ses mains, un excellent instrument pour mener une lutte qui lui permet de parvenir astucieusement à ses fins. De qui est-ce? D'Adolf Hitler dans Mein Kampf, chapitre 11. Je vous fais grâce de la page. Faute de temps, je ne vais pas vous faire cet après-midi, rassurez-vous, un historique du complot judéo-maçonnique, restitué par nombre d'auteurs, sans compter les caricaturistes de la même époque, persuadés de sa véracité en se fondant entre autres sur le fait que les rituels maçonniques utilisent des termes hébreux, que les francs-maçons voient dans la symbolique de la construction du temple de Salomon, celle de leur propre régénération intellectuelle et morale, et font allusion à la Kabbale, tandis que les juifs, bien sûr, appartiennent à la franc-maçonnerie, comme tous ceux qui entrent ici, issus de toute origine. Retenons simplement que franc-maçonnerie et judaïsme, ou mieux judéité, ont été considérés depuis le début comme connexes, car l'idée communément admise à la belle époque était que le présumé lobby juif, c'est-à-dire la haute finance internationale, bien sûr, voulant demeurer caché, utilisait la franc-maçonnerie comme fer de lance de sa tentative de domination du monde, et plus encore dans ses hauts grades, qui, au-delà des 3 premiers degrés symboliques, véhiculant un certain nombre de concepts plus complexes, plus hermétiques, dont beaucoup sont issus de l'Ancien Testament. Tout ceci explique pourquoi le régime de Vichy, en 1940, commença par interdire la franc-maçonnerie avant de passer à l'élimination des Juifs, ce qui montra l'ordre des priorités d'un Pétain rappelant qu'un Juif n'est pas responsable de sa nature, mais un franc-maçon, oui. Vous avez peut-être remarqué en bas de l'escalier qui vous a conduit ici, le monument aux morts de nos frères de la Grande Loge de France, assassinés par les nazis, en France ou dans les camps de la mort, dont le nombre 200 000 pour l'ensemble des obédiences maçonniques est assez impressionnant pour une association comptant finalement aussi peu de membres. Mais il va sans dire que par la suite, le fait d'avoir eu les mêmes persécuteurs n'a pu à la longue que rapprocher les francs-maçons et les juifs, au nom de l'adage bien connu que les ennemis de mes ennemis sont également mes ennemis. Mais pourquoi ce fantasme? En partie parce que les propagateurs du complot judéo-maçonnique se sont persuadés que les Juifs ont inventé la franc-maçonnerie, parce que dans la tradition hébraïque, les textes sacrés peuvent être commentés. Mais ce fut aussi le cas du protestantisme qui fait de même avec la Bible, l'une et l'autre ayant peut-être influencé la méthodologie maçonnique faite de libre interprétation des concepts, dans la mesure où ladite Bible était traduite en langue vulgaire, ce qui était strictement interdit dans les États catholiques. Ceci probablement explique la théorie des 4 États confédérés émise jadis par Charles Maurras, dans lesquels il voyait l'origine des mots dont j'offrais la France de la belle époque, à savoir dans l'ordre les Juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques, ces derniers étant, je le suppose, tous
ce qui n'entrait pas dans les précédentes catégories. En attendant, ce qui aurait dû disparaître dans la seconde moitié du XXe siècle, après l'horreur des camps de concentration et la création de l'État d'Israël, vient de rebondir avec cette fois-ci le développement du fondamentalisme islamique qui reprend au poil près les arguments du catholicisme d'hier, y compris les plus stupides, comme ce faux grossier que fut le protocole des sièges de Sion, texte inventé dans la Russie tsariste pour justifier au début du XXe siècle les pogroms contre les juifs et interdire la franc-maçonnerie avant d'être utilisé par les nazis. Ceci fait que, à l'exception notable du Maroc, de la Turquie et du Liban, toute vie maçonnique est prohibée en terre musulmane, où, je le rappelle, la première fatwa contre la franc-maçonnerie est tout de même assez ancienne, puisqu'elle remonte à 1911, et la dernière à 1978, prise par une assemblée de jurisprudence islamique réunie à la Mecque sous la présidence du roi Faisal d'Arabie, à laquelle se réfère toujours l'article 22 de la Charte d'Allah du mouvement islamique palestinien, rappelant régulièrement le complot judéo-maçonnique. Ceci explique en partie pourquoi nombre d'intellectuels musulmans s'obstinent à nier que le fameux émir Abdelkader ait été initié en franc-maçonnerie au XIXe siècle, ce qui est pourtant un fait historique prouvé, et réfuté par là même la liberté de choix de cet homme assez particulier, expert en soufisme, qui tout de même sauva des milliers de chrétiens d'Orient d'un massacre prémédité. Ainsi, aujourd'hui, nombre de jeunes islamistes, extrémistes islamiques, je ne parle bien sûr pas des musulmans lettrés qui fréquentent notre obédience, il y en a, mais de ceux qui, incapables de comprendre la première sourate du Coran, confondent arguments philosophiques avec port de la Kalachnikov ou de la ceinture d'explosifs, sont persuadés que les juifs et les francs-maçons conspirent contre eux et donc méritent d'être égorgés à la première occasion venue. D'où les lettres d'insultes, de menaces que reçoit chaque jour la Grande Loge de France et la promesse de nous expédier tous à patresse, voire ces agressions physiques dont certains francs-maçons sont parfois les victimes, obligeant les obédiences à prendre des mesures de sécurité, entre autres celles de vous être inscrits avant de venir aujourd'hui parmi nous. Soulignant tout de même au passage l'extraordinaire transfert d'un fantasme allant du catholicisme à l'islamisme, comme si les deux fonctionnaient de la même manière, avec pour conséquence que les jeunes illettrés de Daesh pensent aujourd'hui de la franc-maçonnerie à peu près la même chose que les rombières du temps d'Armand Fallières, à l'époque traitées de grenouilles de bénitier par les laïcards, qui reprennent les mêmes arguments. Ceci explique pourquoi à un anti-judéo-maçonnique, ou mieux un anti-sionisme maçonnique correspondant mieux à la situation géopolitique actuelle, et qui traditionnellement émanait de l'extrême droite, s'ajoute aujourd'hui un antisionisme maçonnique d'extrême gauche, peut-être plus insidieux, mais tout aussi violent, et causant dans les esprits autant de dégâts, comme on l'a vu à la fin de l'année dernière, avec les débats liés à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'État d'Israël, nation où la franc-maçonnerie, et nous nous en félicitons, est bien active. Au passage encore, et j'en resterai là pour ce point, soulignant que le complot judéo-maçonnique est le seul à cibler une catégorie précise d'hommes. Il y a en effet dans les loges des membres frères d'origine africaine, et c'est très bien ainsi. Pourtant, on ne parle jamais de complot afro-maçonnique. Une fois de plus, seule la méconnaissance nourrit les préjugés. Abordons à présent le thème de la politique, en commençant par ce qui demeure sans doute, selon moi, le plus récurrent des fantasmes, encore bien vif dans nombre d'esprits, la Révolution française considérée comme l'aboutissement d'un complot ourdi par les francs-maçons depuis le temps des Lumières. On entend souvent dire en effet que les Lumières ont été les enfants de la franc-maçonnerie ou la franc-maçonnerie l'enfant des Lumières. Cette idée est totalement erronée, car si les francs-maçons de l'époque se sont naturellement intéressés aux idées de leur temps, comme ils le firent par la suite, continuent et continueront naturellement de le faire, ils se sont nourris de traditions bien plus anciennes que les Lumières, et même différentes, car plus profondes que la simple aspiration à libéraliser les institutions. Au reste, très peu de philosophes furent maçons. Voltaire le premier, qui ne fut initié qu'à l'extrême fin de sa vie, et encore à 80 ans passés. Les maçons de la fin du XVIIIe siècle, qui pour la plupart respectaient le roi et l'Église, même si dans le secret de leur loge, ils caressaient le rêve d'harmoniser un jour la société,
et d'apprendre à leurs membres à penser par eux-mêmes et non à sacrifier aux préjugés vulgaires, ne firent pas plus de politique qu'ils ne firent de philosophie, contrairement à ce que l'on croit ou ce que l'on répète assez souvent, selon moi, dans certaines universités. Ils ne sabotèrent donc nullement les marches du trône pour préparer d'abord, conduire ensuite une révolution qui aurait été le fait de leur action préméditée, puis jusque dans les moindres détails. Sur le plan politique, cette théorie est infondée, ce que prouve le fait que d'une part il y eut autant de maçons du côté de la révolution que de la contre-révolution, car beaucoup de nobles de cour le furent, mais encore que certains révolutionnaires eux-mêmes, comme le propre grand maître Grand Orient de France, Philippe Égalité, a été lui-même guillotiné. J'ajoute enfin que la Révolution, pour toutes sortes de raisons, a interdit la maçonnerie et la mise en sommeil dès 1793, et vous pensez bien que jamais ça n'aurait été le but des maçons. Bien sûr, la véritable révolution, je veux parler de celle qui commença en 1789 et s'achevant en 1790, puisque l'essentiel des réformes y fut mis en œuvre, fut approuvée par les francs-maçons, mais certainement pas la suite, c'est-à-dire cette succession de crises endémiques auxquelles allait du reste mettre un terme en 1799 à notre franc-maçon Napoléon Bonaparte, en déclarant que celle-ci était terminée, fixée aux règles qui avaient présidé son commencement. Ce fut en fait davantage dans Plutarque et dans quelques autres auteurs antiques que les révolutionnaires ont puisé leurs idées politiques et même parfois juridiques plutôt que dans les loges. Le concept de complot maçonnique ayant enfanté la Révolution est en fait une invention de l'abbé Lefranc, dichte à l'esprit un peu exalté, dans un ouvrage publié en 1791, Le voile levé pour les curieux ou les secrets de la Révolution révélés à l'aide de la franc-maçonnerie, relayé par le fantasque pharmacien Cadet de Gassicourt dans Le tombeau de Jacques de Molay, publié en 1797 par le mathématicien écossais John Robinson la même année, dans son essai Les preuves d'une conspiration contre l'ensemble des royaumes d'Europe. Mais il fut surtout au début du XIXe siècle généralisé par un jésuite, lui-même ancien franc-maçon repenti, l'abbé Augustin Barruel, dans ses fameux mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, publiés en 1797 et 1803. Celui-ci, au reste, ajouta les Juifs pour corser l'affaire, comme par hasard, au moment où Napoléon organisait, avec le grand Sanhédrin, le culte juif en France, et nous montrer, en évoquant les présumées accointances jadis entre les Juifs et les Templiers, que tout est décidément indissolublement lié dans cette problématique, d'autant que Barruel fut, sinon l'inventeur du moins, le premier utilisateur, avec cette connotation péjorative, du terme même de complot, appelé à connaître un incontestable vogue par la suite. Mais cette conviction, et c'est là où le fameux complot rebondit d'une manière totalement inattendue, fut que les francs-maçons de la seconde moitié du XIXe siècle le reprirent à leur compte, en se disant qu'elle était au fond géniale, voire excellente, puisqu'elle leur permit rétrospectivement de revendiquer la Révolution, son œuvre et son héritage, en particulier une prétendue laïcité qui n'a jamais été dans les faits. Vous le voyez, rien n'est simple dans ce domaine, et si nombre de fantasmes ont été nourris par leurs adversaires, quelques-uns l'ont été par les francs-maçons eux-mêmes, ayant fini par s'auto-persuader qu'il eût bien un complot maçonnique, fût-il pour la bonne cause. En revanche, s'il fut une aventure que la franc-maçonnerie influença d'une manière incontestable, ce fut davantage, via les frères Franklin, Lafayette et quelques autres, la guerre d'Amérique, et avec elle l'organisation d'une nouvelle société basée outre-Atlantique sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, dont justement les francs-maçons de la fin du XVIIIe siècle firent le laboratoire de leur pensée, pour ne pas dire le paradigme de leurs rêves. De ceci témoigne au Capitole à Washington, ville à laquelle les fondateurs ont donné une forme vue du ciel comprise dans l'espace, compris entre un compas et une équerre entrelacée, la statue du frère George Washington, représenté portant le tablier, ce fameux tablier qu'avait brodé pour lui Adrienne de Noailles, la charmante épouse de Lafayette, ou même le billet de banque du dollar, toujours truffé de symboles propres à la franc-maçonnerie, qui illustre bien encore l'appartenance à l'autre de plusieurs présidents américains, en particulier les 4 avoir été sculptés sur le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt, le premier. Le rite écossais ancien et accepté que nous pratiquons ici à la Grande Loge de France et qui est le plus pratiqué dans le monde,
devrait de reste être appelé rite franco-américain, puisque tu es parti de France en Amérique en 25 degrés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une romaine Amérique en France en 33 degrés au début du XIXe siècle, au terme d'un processus complexe. Quoi qu'il en fût, de la première moitié du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe, l'idée de porosité entre politique et franc-maçonnerie n'a jamais cessé d'être dénoncée par les adversaires de l'ordre, tant sous le Premier Empire, où la franc-maçonnerie, quoique caporalisée, a connu une sorte d'âge d'or, jusqu'à la Troisième République, considérée comme le régime maçonnique par excellence. En passant par la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire, qui comptèrent chacun nombre d'éminents francs-maçons dans leurs dirigeants, et que je ne saurais citer sans vous lasser, sinon à suggérer que le romantisme y a là aussi de sa partition, avec entre autres le Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, où le mythe littéraire emboîtait le pas au mythe politique. Et le tout avec des pics emblématiques, comme les deux gouvernements provisoires de 1848 à 1870, comptant chacun la moitié de leurs membres francs-maçons. Là encore, je ne vais pas me lancer dans un sujet qui pourrait constituer une conférence à lui tout seul, surtout dans ce temps où nous nous trouvons, qui porte le nom de Pierre Brossolette, ce très politique franc-maçon, qui, là encore, sentant ses forces lâchées au terme de 3 jours de torture par la Gestapo, comprit qu'il n'allait plus pouvoir tenir plus longtemps et résolut de se jeter par la fenêtre pour ne pas risquer de livrer les membres de son réseau. Mais il est vrai qu'au moment où l'emblématique résistant que fut Brossolette, comme Jean Zay ou Félix Éboué, agonisait à la pitié salpêtrière, les badauds parisiens allaient au cimetière voir le film Forces occultes, tourné à la demande du régime de Vichy, cet affligeant navet destiné à dénoncer les présumées accointances entre la politique et la franc-maçonnerie, ou plus exactement le parti radical, ce qui n'était plus vrai depuis déjà un siècle. À cette même époque, au reste, ne parlant-on pas d'un complot maçonnique bolchevique, ce qui était encore plus farce, puisque la nouvelle URSS, en 1922, s'empressa d'interdire la franc-maçonnerie, comme après elle, tous les États marxistes, à l'exception notable de Cuba, ce point étant le même sur lequel Trotsky et Staline tombèrent d'accord, et ce même si le plus grand écrivain russe que l'URSS ne renia jamais, Léon Tolstoï, avait été franc-maçon. Et j'ajouterai, en plein accord avec les régimes fascistes, et puisque Mussolini fit le même en 1925, Hitler à son tour en 1935, Salazar et Franco peu après, ce dernier dont les séides assassinèrent le poète Federico García Lorca, non pas seulement pour ses idées politiques et sa vie intime, mais aussi parce qu'il était franc-maçon. Et le plus remarquable en fut la raison. Pour les communistes, la franc-maçonnerie fut prohibée parce qu'elle n'était pas assez révolutionnaire. Pour les fascistes, elle le fut parce qu'elle était trop révolutionnaire. Ce qui illustre encore cette idée d'Édouard Drummond, affirmant naguère sans sourciller que la judéo-maçonnerie contrôle les deux internationales, celle des riches, des agioteurs cosmopolites et de la haute banque juive, et celle des pauvres ou de la révolution socialiste incarnée dans une union mondiale de travailleurs de tous les pays. Ainsi, les tenants du complotisme accusèrent-ils les loges de soutenir la CIA et le capitalisme, ou en même temps le KGB et le collectivisme. Connaissez-vous ce savoureux dialogue dans les années 60 entre un journaliste américain, probable franc-maçon, et Nikita Khrouchtchev lors de la tournée aux États-Unis de ce dernier, après la déstalinisation? Allez-vous autoriser enfin la franc-maçonnerie? Réponse du maître du Kremlin. Pourquoi voulez-vous que je mette moi-même une puce dans ma chemise? Quel bel éloge parfois que le fantasme complotiste. Mais un mot sur la Troisième République. Là, évidemment, je ne puis nier qu'il y ait eu, dans les années 1880-1910, une véritable république maçonnique, en particulier au moment de concevoir et de mettre en œuvre ces deux lois les plus fondamentales, celles créant les associations et celles séparant les églises de l'État, dans lesquelles se signale le frère Henri Brisson, président de la Chambre des députés, effectuant un certain signe au perchoir du Palais Bourbon le jour où il fut mis en difficulté, voire après la Grande Guerre, la création de la Société des Nations, d'inspiration très maçonnique, à l'initiative du frère Léon Bourgeois, ayant nommé lorsqu'il était chef du gouvernement 9 francs-maçons sur 13 ministres. Oui, à cette époque, le pouvoir et les loges vivaient en parfaite symbiose, puisque ce dont les loges débattaient remontait directement au gouvernement, qui en retour les utilisait comme laboratoire de la pensée politique, tandis que les cadres de la République étaient choisis dans les obédiences,
nombre d'entre eux de naissance juive se retrouvant dans les gouvernements successifs, ce qui alimentait le fantasme du complot judéo-maçonnique. Ce fut la grande époque de cette république maçonnique où le Grand Orient se considérait comme l'église de la République, celle qu'Anatole France, dans son histoire contemporaine, et à laquelle l'église catholique s'opposait frontalement, puisqu'il s'agissait entre eux d'une lutte d'influence d'autant plus intense que la République n'était pas tout à fait établie dans les esprits. De part et d'autre, une guerre impitoyable qui a fortement marqué les esprits, puisque ce fut justement celle du complot judéo-maçonnique, expliquant, selon la formule même de Trumeau, l'inexplicable. Mais cette époque, certes réelle, fut bien courte, disons 1880-1910, puisqu'elle ne dura qu'une trentaine d'années, une miette dans l'histoire. Certes, la résistance compta quelques grands maçons, en particulier le grand maître de la Grande Loge de France, Michel Duménil de Gramont, qui obtint du général de Gaulle, qui conseillait à Londres puis à Alger, l'abrogation des lois de Vichy contre la franc-maçonnerie. Certes, l'Assemblée consultative d'Alger, d'abord, de Paris ensuite, compta nombre de francs-maçons dans ses rangs, la moitié même. Elle qui fut chargée de mettre en œuvre le programme politique de cette même résistance. Certes, la 4ème République fut sans doute le dernier moment où le pouvoir et les loges ont parfois travaillé de concert, mais déjà cette osmose et cette interférence n'étaient plus vraiment ce qu'elle avait été naguère, même si nombre de ses dirigeants étaient francs-maçons, ou l'avaient été, comme le frère Pierre Mendès France, président du Conseil, ou Gaston Monnerville, président du Sénat, cité souvent parmi les plus emblématiques. Le régime, en fait, constitua le champ du signe de la franc-maçonnerie politique, ce qu'illustre si bien ce petit film tourné le 22 juin 1946 à l'aéroport du Bourget, ce jour où le frère Ho Chi Minh, descendant de son avion, lance devant la caméra au frère Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, « Je vous apporte le salut fraternel de l'Indochine ». Convenez tout de même que cela date un peu et paraît assez lointain en 2018, peut-être autant que sous la Ve République, les questions débattues en loge de l'IVG ou du planning familial, à l'initiative du docteur Simon, grand maître de la Grande Loge de France et membre du cabinet de la regrettée Simone Veil. À l'époque où le président Valéry Giscard d'Estaing lui-même caressa un moment l'idée de se faire initier, ce que lui avait suggéré un de ses ministres, le frère Robert Boulin, conseiller fédéral de la Grande Loge de France. Au passage, je rappelle que si les auteurs de la Marseillaise, de l'Internationale, du temps des services et même de la Madelon furent des francs-maçons français, le dernier président de la République à l'avoir été fut Gaston Doumergue, de 1924 à 1931, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas vraiment récent, tandis que une des dernières occasions où le pouvoir s'appuya sur la franc-maçonnerie fut plus récemment en 1988, encore que très localement, l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque Michel Rocard, Premier ministre, envoya à Nouméa les grands maîtres du Grand Orient et de la Grande Loge de France pour régler un contentieux sanglant qui, effectivement, se dénoua en loge sous le sceau du Maillet, grâce aux frères Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou qui jouèrent le jeu. Bien sûr, je ne nie pas que régulièrement le président de la République, quel qu'il soit, reçoit à l'Élysée les grands maîtres et grandes maîtresses des obédiences maçonniques pour échanger informellement des idées, mais pas plus qu'il ne le fait avec les présidents des principales associations ou les représentants des églises. Au passage, je vous pose une question. Pensez-vous que le chef de l'État prendrait l'inconcevable risque de recevoir à la vue de tous des gens non recommandables ? Certes, je ne nie pas davantage qu'il existe une fraternelle parlementaire réunissant de temps à autre, autour d'un gueuleton plus ou moins soigné, les députés et sénateurs francs-maçons et leurs collaborateurs pour parler entre eux, et même qu'il est toujours d'usage que dans chaque gouvernement, de droite comme de gauche, l'actuel ne fait pas exception à la règle, il y ait 2 ou 3 francs-maçons estampillés comme tels. Mais selon moi, tout ceci fait davantage partie du folklore républicain que de la réalité de l'influence maçonnique sur le cours des affaires, car ces parlementaires et ministres vont-ils seulement en loge ? Je me souviens avoir assisté il y a quelques années à une conférence donnée par le frère Philippe de Chartres, éminente figure de ce qu'on appelait alors les gaullistes de gauche, qui raconta que membre du gouvernement, il ne manqua jamais une tenue de sa loge symbolique. Soit, mais les hommes politiques francs-maçons d'aujourd'hui tiennent-ils compte de leur qualité initiatique dans leur action quotidienne ? J'en doute fort, car je sais que leur parole est fortement contrôlée et qu'ils ne sont libres de dire ni ce qu'ils pensent, ni de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils doivent.
Ce qui aboutit à cette constatation que je vous livre sans amertume, mais avec lucidité, il n'y a guère de différence entre un ministre franc-maçon et un ministre non-maçon. À tous ceux qui croient au fantasme, à la nécessité d'être franc-maçon pour parvenir au pouvoir, je livre ce conseil. Pour réussir en politique, il vaut mieux avoir fait l'ENA qu'avoir été initié en franc-maçonnerie. C'est plus sûr. Cette remarque, pour autant, ne m'empêche pas de rendre hommage, cet après-midi, à un très illustre membre de la Grande Loge de France, qui aujourd'hui, retiré aux Invalides, ne participe plus à nos travaux que par la pensée, car il a 98 ans. Il ne peut plus guère se déplacer, mais nous fait savoir qu'il préférerait être parmi nous. Je veux parler du frère Hubert Gréven, engagé à 19 ans dans les troupes de la France libre, héros des Biracailles, compagnon de la Libération, plus tard député de Paris et ministre, que le président de la République, le 30 décembre dernier, a élevé au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur. Un exemple, si l'on est, qui a conduit la Grande Loge de France à le nommer, à juste titre, grand maître Maurice Cosa. On aurait pu croire qu'après tant de sottises déversées sur les francs-maçons et la franc-maçonnerie au XXe siècle, et plus encore au début du XXIe, ces fantasmes complotistes ou conspirationnistes allaient cesser sous l'empire du développement de l'éducation universitaire ou de la généralisation du savoir par le net. Hélas, ils ont repris de plus belle et même connaissent une croissance exponentielle, ce que va illustrer le dernier thème que je vous propose, le satanisme. Et pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un flashback, comme on dit au cinéma. Au complot judéo-maçonnique, c'est en effet au XIXe siècle, sous l'influence d'une sorte de post-romantisme influencé par le symbolisme, invité un nouvel élément, le culte de Satan, qui, pour certains esprits faibles, devait constituer l'essentiel de la quête maçonnique, puisque celle-ci étant cachée, elle devait protéger d'indicibles secrets. Apparurent donc les messes noires, les nouveau-nés égorgés, les apparitions de Lucifer en loge, naturellement, dans un copieux nuage de soufre. Cette énième extravagance mentale fut l'œuvre d'un fameux mystificateur, Gabriel Antoine Jaugrand-Pagès, dit tantôt le docteur Bataille, tantôt Léotaxile, violent bouffeur de curé, comme on disait alors en tant que créateur en 1975 de la librairie anticléricale, ce qui lui a valu d'être excommunié par l'Église et en même temps exclu de la franc-maçonnerie pour fraude et condamné en justice pour d'autres griefs. Un personnage assez peu recommandable, vous en conviendrez, mais qui, parce qu'il publia en 1895 un livre à sensation ayant connu un grand succès, Le diable au XXe siècle, fut reçu en grande pompe par le pape Léon XIII, qui lui pardonna ses errements passés et poussa la distraction jusqu'à convoquer l'année suivante un congrès anti-maçonnique à Trente, dans lequel les participants se persuadèrent que les francs-maçons et les juifs voulaient, en détruisant la Sainte Église romaine et apostolique, lui substituer celle de Lucifer, Dieu roi. Et, en même temps, en semant l'épouvante chez les fidèles, répandant des formules dont je donne quelques extraits, la franc-maçonnerie est satanique en tout point, elle est satanique faisant toujours des causes communes avec le judaïsme. Depuis longtemps déjà, les milices infernales sont déchaînées. Dans les arrière-loges, le culte de Satan est déjà organisé. Ce fut là que Taxil identifia le chef de la franc-maçonnerie mondiale, prenant ses ordres directement du diable en personne, le souverain grand commandeur du suprême conseil du sud des États-Unis, l'emblématique Albert Pike. Or, confondu par Clarin de la Rive, Léo Taxil, le 19 avril 1887, avoua, lors d'une conférence publique donnée à l'Institut de géographie à Paris, qu'il avait tout inventé et que sa prétendue révélation n'était qu'un gigantesque canular. Ceci, bien sûr, provoqua un scandale retentissant qui fit rire l'opinion publique, tout en ridiculisant ceux qui l'avaient cru, en particulier le pape, les cardinaux, les évêques, les curés, ayant relayé ces divulgations délirantes. Mais croyez-vous que pour autant le fantasme de l'adoration de Satan par les loges allait disparaître, comme on aurait pu le supposer? Eh bien, non seulement il continua de prospérer, mais encore constitue aujourd'hui encore, à travers ses multiples avatars, l'un des plus récurrents, au vu sans doute de l'adage populaire bien connu, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, en 2018, il se trouve des gens, catholiques intégristes ou musulmans radicalisés, puisque je le rappelle, Satan existe aussi dans l'islam, agitateurs d'extrême droite ou militants d'extrême gauche, pour y croire et continuer de répandre cette information sur les réseaux sociaux,
et le net, par son ampleur même, contribuent à sa diffusion, les jeux vidéo, les films de fiction, et même sous des plumes émues du Da Vinci Code et de quelques autres ouvrages, de prétendues révélations sensationnelles pour attirer le chaland, avide d'apprendre qu'en loge, on piétine les crucifix, on adore les idoles, on récite des formules magiques pour appeler le règne du mal. J'en cite quelques-unes, pédosatanisme et franc-maçonnerie, courageusement non signées, où je servais Lucifer sans le savoir, de Serge Abad Gallardo, franc-maçon repenti, lui aussi devenu le plus fanatique adversaire de l'ordre, sans compter le blogueur Mundago Fanekantera, appelant à détruire une organisation diabolique dont il parle beaucoup, mais sur lequel, comme la plupart de ses contempteurs, il ne sait pas grand-chose et ne comprend strictement rien. Voir le témoignage de William Schoenderborn, ancien prêtre vaudou satanique devenu pasteur évangélique, quel CV, racontant sans rire sur la toile qu'à un certain moment de sa progression dans les hauts grades maçonniques, il fut sommé de choisir entre devenir vampire ou loup-garou. Et ces divagations lucifériennes en génèrent d'autres, comme celles de présumés historiens racontant le plus sérieusement du monde en se fondant sur les Illuminati du XVIIIe siècle ou le groupe Bilderberg de la guerre froide, que les francs-maçons et les juifs ont été de concert les responsables des deux guerres mondiales, qu'ils ont sciemment prémédité ou organisé, ce qui nous laisse perplexe si on juge l'action décisive jouée dans la victoire finale par les frères Churchill et Roosevelt, francs-maçons de haut rang. Et ceux qui ne sont pas des pseudo-scientifiques convaincus que ce sont les extraterrestres qui ont inventé la franc-maçonnerie pour leur permettre d'atterrir le jour venu en terrain conquis et de mettre en esclavage l'ensemble des habitants de la planète, à l'exception bien sûr des francs-maçons. Et ce déferlement des critiques commence à faire bouger les lignes, puisque même en Grande-Bretagne et aux États-Unis, aujourd'hui la franc-maçonnerie, pourtant institutionnalisée depuis longtemps, commence à être critiquée par certaines ligues morales ou religieuses, reprenant à leur compte l'ensemble des attaques émanant de tous ceux qui ne comprennent pas le mouvement naturel de l'histoire. Hier, l'aspiration à la démocratie ou le progrès, aujourd'hui la mondialisation à laquelle le complot, nouveau décrypteur de l'histoire, peut donner un sens. Allez, en voulez-vous un dernier pour la route, comme on dit au Café du Commerce, car là on est en plein. Les francs-maçons de la Grande Loge de France, qui se réunissent entre hommes, puisque les femmes ne sont pas autorisées à partager leurs travaux, sont naturellement tous gays, comme l'indiquent d'autres éminents blogueurs, qui, sans le savoir, reprennent un fantasme du XVIIIe siècle, voulant que si les francs-maçons s'assemblaient secrètement à la nuit tombée, c'est qu'ils étaient sodomites, comme le disait la langue du temps. Alors là encore, je vais décevoir ceux qui propagent cette rumeur. Oui, on peut être gay et franc-maçon, puisqu'en entrant ici, on ne s'informe pas davantage des préférences sexuelles des candidats que de leurs préférences politiques ou religieuses, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins et pas plus de gays ici que partout ailleurs. Je pourrais continuer plus longtemps dans ce registre, mais le temps est venu de conclure. Regardez autour de vous, mesdames et messieurs, nous sommes réunis dans ce que nous appelons un temple, c'est-à-dire tout simplement la chapelle d'un ancien couvent de franciscains fermé par la loi relative aux congrégations au tout début du XXe siècle et que la Grande Loge de France a racheté en 1912, il y a donc un peu plus d'un siècle. Celle-ci a laissé sur la façade de la rue Puteaux, vous le reverrez en sortant, si vous n'y avez pas pris garde en entrant, les F de Saint-François, comme elle a laissé ici même les vitraux ornés de la cordelette du saint. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un lieu de spiritualité et que les fondations reflètent la spiritualité, quelle que soit celle qui a présidé la construction de l'édifice. Oui, regardez autour de vous, où est le diable ? Il y a sur ces murs des bannières de loges, souvenir de celles des corporations de métiers, puisque nous revendiquons la noble et belle tradition du compagnonnage. L'ancien cœur des moines, avec ces stalles anciennes que nous appelons l'Orient, et même sur le palier, après l'escalier orné de la statue de Gilgamesh, héros du premier récit initiatique de l'histoire des hommes, un piano pour les concerts. Oui, où est le diable ? Où sont les symboles sataniques et les représentations de Belzébuth ? Les francs-maçons qui viennent travailler ici, à l'image des hommes de bonne volonté de Jules Romain, parce qu'ils pratiquent la pensée libre, il ne faut pas confondre avec la libre pensée, sont tout simplement des cherchants, en quête d'authenticité morale et intellectuelle.
qui se considèrent comme les héritiers des constructeurs de la cathédrale, dont ils ont repris à titre symbolique le maniement des outils, ainsi que la transmission, ainsi que le secret, puisque jadis la transmission des traditions des métiers ne pouvait se faire que secrètement. Chefs, cadres n'ont plus entreprise, médecins, dentistes, infirmiers, hauts fonctionnaires, fonctionnaires moyens ou petits, avocats, greffiers, magistrats, huissiers, enseignants, officiers, sous-officiers de l'armée, policiers, pompiers, journalistes, musiciens, comédiens, artisans, commerçants, restaurateurs, je ne vais pas citer tous les métiers de France, ils ne prétendent nullement détenir la vérité, puisque même s'ils la cherchent, ils savent pertinemment qu'ils ne la trouveront jamais. Ils tentent simplement de s'améliorer, en poursuivant une démarche personnelle, fondée sur l'éthique, de lutter contre les préjugés qui limitent l'épanouissement de la pensée et aspirent à harmoniser une société profane qui en a bien besoin lorsqu'on constate à la télévision ou sur le net sa violence quotidienne. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Méritent-ils la haine que certains leur portent, ou les fantasmes que certains croient déceler chez eux? Mesdames et messieurs, vous êtes naturellement seuls juges de vous faire une opinion, de vous forger une opinion sur ce point, puisque la liberté ici, c'est assurément ce qui est le plus important, et avec elle, ces deux corollaires naturels que sont l'égalité et la fraternité, sans compter naturellement la tolérance. Voilà. En attendant, je vous remercie de votre attention. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez me poser, si tant est toutefois que j'en sois capable, ce qui a priori n'est pas certain, puisqu'il n'y a ici ni dogme, ni vérité révélée, ni enseignement ex-cathedra, ni certitude d'aucune sorte, et donc ni complot, ni conspiration, ni fantasme. Mais cela entre nous, vous vous en doutiez un petit peu en franchissant la porte de notre honorable maison, sinon j'imagine que vous ne seriez pas venu. Comment dire maçonnerie? Merci à notre conférentier, Dr Thomas. Alors, après avoir fait le tour de tout ce qui nourrit nos fantasmes, nos idées de complot, peut-être n'y a-t-il plus de questions, peut-être tout le monde sait-il tout sur ce que nous sommes, quand même que je ne suis pas certain que la notion de secret ait été dévoilée assez pour qu'il n'y ait plus d'interrogations. Alors s'il y a encore des interrogations, vous êtes les bienvenus pour vous exprimer et les poser. Alors, il suffit de lever le doigt et puis je vous apporterai le micro pour que vous soyez entendus. J'ai une question, absolument. Non. Merci. On ne peut pas nier que des associations comme la franc-maçonnerie, la finance, la finance, l'audiovisuel, les militaires, enfin toutes ces associations qu'une idée unique unit, soient dans un conflit d'intérêts. Alors, à partir de quel moment le conflit d'intérêts n'est pas ou devient un complot? Je vois très bien le conflit d'intérêts de la maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a pas de rôle politique à jouer. La franc-maçonnerie est une association, enfin un ensemble d'associations, puisqu'il y a plusieurs ingrédients, de femmes et d'hommes qui se réunissent pour travailler au bien commun de l'humanité. En gros, je résume. L'idée est très simple, c'est que les francs-maçons viennent travailler en loge pour s'améliorer eux-mêmes et peut-être ainsi espérer améliorer l'humanité. Mais les francs-maçons n'ont pas de rôle à jouer direct dans la société. Nous sommes dans une démocratie représentative, et c'est très bien. Il y a des instances politiques, associatives, financières. Voilà. Il n'y a pas d'association entre la maçonnerie et la finance, entre la maçonnerie et l'armée, entre la maçonnerie. Il y a des francs-maçons sont issus de toute origine, et chacun doit jouer son rôle. En fait, chaque franc-maçon doit savoir, tout au moins apprendre à savoir tout son avis, quel rôle il peut jouer dans la société. Et ce rôle, il n'est pas défini préalablement, il n'y a pas ici de corpus, de décision. Voilà, donc chaque franc-maçon doit savoir. C'est un peu ce qui s'est passé dans la résistance. On demandait aux résistants, chacun a son rôle, devait jouer son rôle à la position où il était. Voilà. Donc nous entrons ici pour
pas ici dans d'autres obédiences, hein, je connais la mienne. Nous sommes ici pour essayer de nous améliorer nous-mêmes et peut-être ainsi contribuer à jouer un rôle dans l'émancipation de la société. Voilà. Mais c'est pas du tout un rôle en masse, en force, en ligne, voilà, pas du tout. Donc la maçonnerie n'est soumise à aucun conflit d'intérêt. Enfin, je ne vois pas le conflit d'intérêt, en quoi il peut interférer sur nous. Oui. Merci pour cette Merci de m'avoir écouté. Très sympathique conférence. La question que je me posais, c'est comment vous appréhendez quand même ces anciens francs-maçons, anciens frères, qui tombent comme ça dans ces délires. Vous voyez, parce que quand c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout, mais alors là, ils en jouent, en plus, ils disent j'ai des choses à dire, enfin tout ça, ils savent des choses évidemment, mais pourquoi tant de haine? Voilà. C'est une question qu'on se pose, à laquelle on n'a pas de réponse, mais elle n'est pas propre à nous. Rappelez-vous, tout simplement, rappelez-vous Émile Combes. Émile Combes, le promoteur de la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui fait du curé matin, midi et soir, était un ancien séminariste qui a été viré de la prêtrise. Et quelquefois, alors oui, ça arrive dans un sens, dans un autre, ça peut effectivement provoquer un... Alors moi, je vais vous répondre quelque chose qui est une intuition personnelle. Lorsqu'on initie quelqu'un en franc-maçonnerie, on fait quand même attention, il y a des enquêtes, etc. Donc on voit si le personnage présente un certain intérêt, mais je pense que pour entrer en franc-maçonnerie, il faut avoir un esprit sain. Si on est fou, je crois que l'initiation rend encore plus fou. Et c'est probablement ce qui arrive. Tout simplement. C'est mon sentiment. Ça vaut aussi pour autre chose, pour la formation. Oui, absolument. Merci. J'ai quand même envie de poser une question parce que je connais très mal la franc-maçonnerie, hein. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est l'absence des femmes. Alors, je vais répondre d'abord. La maçonnerie n'est pas absente de femmes. Il y a, ici à la Grande Loge de France, il y a un choix qui est de travailler ensemble. La Grande Loge féminine, qui ne comprend que les femmes, a fait le choix de travailler entre femmes. Nous nous fréquentons, nous reconnaissons notre aspect fraternel, nous nous réunissons, mais elles travaillent toutes seules, nous travaillons ensemble. Il y a une franc-maçonnerie mixte, qui est le droit humain, qui a été créée au XIXe siècle, où les femmes et les hommes travaillent ensemble. Et au Grand Orient de France, qui a évolué, je peux avoir ça, on peut y passer l'après-midi, les loges sont libres de prendre des hommes et des femmes. Alors, ce sont des choix qui ont été faits. Moi, je pense que c'est mieux que l'on travaille entre hommes et que l'on travaille entre femmes, parce que nous travaillons dans une plus grande sérénité, sans distraction de part et d'autre, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses communes. Il peut y avoir des tenues communes, nous considérons les sœurs comme des frères. Je rappelle aussi que beaucoup de membres de la Grande Loge de France sont mariés à des sœurs de la Grande Loge féminine, il y a beaucoup de mariages mixtes, et nous nous reconnaissons. Simplement, nous travaillons séparément. Mais on ne peut pas dire que la maçonnerie, les femmes ne sont pas absentes, parce qu'il y a énormément de sœurs, et c'est très bien, il y a beaucoup de choses communes. Moi, je siège par exemple à la commission d'histoire, qui est une commission mixte, où seulement les sœurs, etc. Voilà, donc il ne s'agit pas du tout, les sœurs sont des maçonnes comme les hommes. Il y a juste deux choix d'obédience, de travailler séparément, une troisième obédience qui travaille ensemble. C'est au choix de chacun. Voilà. Moi, je vous ai dit qu'il n'y avait pas ici de vérité révélée. Il y a une tradition qui essaie de travailler entre hommes. On la respecte, ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas que les femmes sont des sœurs, bien au contraire. Et d'ailleurs, pour les dames qui ne sont pas encore sœurs, si elles le souhaitent, à la sortie, on leur donnera tous les renseignements utiles pour qu'elles puissent s'adresser à la Grande Loge féminine. Et la maçonnerie féminine est très active et on s'en félicite. Et les sœurs travaillent très, très sérieusement, même quelquefois plus sérieusement que nous. Voilà. Mais vous savez, vous verrez peut-être, je crois qu'il y a un stand de notre revue, il y a un stand qui a été fait, il y a un numéro de notre revue qui a été fait entre frères et sœurs, qui s'appelle Sœurs et frères en initiation, et justement qui est une revue, la revue a été écrite par les deux en même temps, et voilà, elle montre bien que nous sommes absolument sur la même longueur d'onde. Voilà, il n'y a pas du tout ni de supériorité, ni
d'affirmation. Ouais. Il y a juste une spécificité. Il faut respecter les spécificités, elles font aussi partie de la tradition. Oui, je voudrais intervenir sur la question de l'affairisme qui a été mis en exergue par des scolaires qu'on a appelés la loge P4, par exemple. P2, pardon. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense à l'affaire de Nice, qui a fait beaucoup, qui a créé beaucoup d'encre. Et certains reprochent aussi aux francs-maçons d'être liés dans des fraternelles qui perdent le sens même de la spiritualité, mais qui seraient plus concernés par une branche d'un métier ou d'un autre et d'entraide à cet égard. Je voudrais savoir ce que tu en penses, mon frère, et avoir ton éclairage. Alors, en ce qui concerne les fraternelles, c'est assez simple, puisque c'est pas ma position, c'est la position des obédiences. Les fraternelles ne sont pas reconnues. Voilà. Maintenant, libre aux frères et aux sœurs qui pratiquent le même métier de s'assembler, ne serait-ce que pour informer des idées. Moi, ça ne me choque pas. Ça n'a pas d'existence reconnue. Maintenant, on ne va pas empêcher les francs-maçons architectes, les francs-maçons avocats, les francs-maçons orfèvres de se réunir une fois par an. Je veux dire, ça, c'est totalement humain. Ils sont totalement libres de le faire, mais ça n'est pas rituel. Donc, je veux dire, c'est une organisation. Comme à la limite, on habite la commune de Trifouille-les-Oies, on peut faire la fraternelle de Trifouille-les-Oies, c'est-à-dire tous les francs-maçons qui habitent la commune. Personnellement, ça n'a rien de scandaleux. C'est en général un gueuleton une fois par an, bon, voilà. Maintenant, mais peut-être notre frère est plus précis. Je voudrais juste ajouter une chose pour compléter ce que vient de dire Jean-Pierre sur les fraternelles. Nous avons, nous aussi, le souci de faire un peu le ménage dans toutes ces associations de réseaux qui ne sont pas, en effet, toujours neutres ni sans arrière-pensée. Et depuis quelques années, nous avons l'un des membres de l'exécutif a eu la charge de vérifier à la fois qui participait à ces fraternelles, quelles fraternelles elles étaient, quels étaient leurs objectifs. Et en fin de compte, on peut penser que l'affairisme, qui peut-être dans certaines professions faisait qu'on avait des facilités, mais ces facilités-là, on les a eues, alors c'est pas une excuse, c'est une explication, avant qu'il y ait une loi sur la moralisation de la vie politique et surtout électorale, il n'y avait pas de règles sur le financement des partis, il n'y avait pas de règles sur les arrangements entre les uns et les autres. Ces règles sont arrivées, eh bien nous avons, nous aussi, fait mis un peu de clarté dans ces fraternelles. Et c'est vrai que, sans que ça soit de la maçonnerie, c'est simplement un rassemblement de gens qui ont comme point commun d'être francs-maçons et d'avoir un métier semblable, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient libéraux, de se retrouver. Mais ils se retrouvent pour le plaisir de se retrouver, ils ne se retrouvent pas nécessairement pour le plaisir de comploter et de faire des affaires. Imaginons par exemple que les Français qui habitent New York ou Santiago du Chili et qui sont maçons ont envie de savoir qui sont maçons. Donc ils créent une fraternelle des Français habitant Santiago du Chili. C'est tout à fait humain et ça n'a rien de répréhensible. On ne dit pas que ça existait. Voilà, absolument. En ce qui concerne l'affairisme, bon, la question est plus vaste, évidemment. Est-ce qu'il y a plus d'affairisme en maçonnerie qu'ailleurs? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des frères qui se sont assemblés pour faire des affaires ensemble? C'est probable, hein. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'étais très jeune, je suis parti faire mon service militaire. Un colonel qui était ami de mon père m'a dit: tu vas entrer dans l'armée, tu vas rencontrer des cons, on n'oublie jamais que l'armée recrute dans le civil. Et j'ai envie de répondre, là chez nous c'est pareil. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on entre dans le civil que tous les défauts de la société vont disparaître, évidemment. Il y a des gens qui seront toujours tentés de faire des affaires. Mais encore une fois, je pense que c'est toujours une minorité. Dans toute structure humaine, il y aura toujours de l'affairisme ou autre. Voilà. Alors après, c'est tout ça. Juste une autre remarque un peu du même style humoristique. Il fut un temps il y a sans doute début du XXe, une loge de Valenciennes envoyait ses vœux à d'autres frères ou à d'autres autorités, et ils avaient une sorte de dialogue.
Les francs-maçons, c'était joint à la carte de vœux. Les francs-maçons sont-ils meilleurs que les autres hommes? Et la réponse était, en tout cas, on peut espérer qu'ils soient meilleurs puisqu'ils sont francs-maçons que s'ils ne l'avaient pas été. On est ici pour s'améliorer. On ne prétend pas à la sainteté ni à la perfection. Maintenant, je pense que l'affairisme, il est malheureusement inhérent à l'esprit humain. Et on ne va pas mettre un policier derrière chaque franc-maçon, comme on va mettre un policier derrière chaque français. C'est à nous-mêmes de nous autoréguler. Mais encore une fois, on parle toujours, bon, vous savez, on dit toujours on parle toujours du scandale, on parle toujours de ce qui va mal et jamais de ce qui va bien. Voilà, donc, mais je ne le dis pas, mais je ne pense pas que ce soit quand même la règle. Même si, effectivement, tu as raison, ça existe. Oui, je voudrais intervenir très rapidement sur le sujet des femmes et des francs-maçons. Dans ces mêmes locaux, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelle des journées de libre maçonnique. Et dans cette salle, il y avait aussi le grand maître de l'époque du Grand Orient. Et dans la salle, il y avait aussi beaucoup de femmes. Et ces femmes se sont adressées au grand maître du Grand Orient de France. Ils lui ont dit, mais vous dites que vous êtes des démocrates, et malgré tout, vous excluez la moitié de l'humanité. C'était dit comme ça. Bon, quelques années après, le Grand Orient s'est ouvert aux femmes. Aujourd'hui, il existe des loges qui sont uniquement masculines et d'autres qui sont mixtes. Et chaque loge peut décider si reste comme d'habitude, comme avant, uniquement avec des hommes, ou alors ça s'ouvre aux femmes. Et je pense qu'il y a un minimum 4000 femmes depuis peu de temps qui sont quand même reconnues comme maçons au Grand Orient de France. Voilà. Puisse-t-elle en être plus heureuse pour cela? Le choix, il est très simple. Quand vous entrez en maçonnerie, ou vous choisissez, si vous entrez à la Grande Loge de France, ou à la Grande Loge nationale de France aussi, vous savez qu'il n'y a pas de femmes, que c'est pas mixte. Si vous voulez rentrer dans des loges mixtes, vous rentrez au droit humain ou au Grand Orient de France, et si une femme veut travailler uniquement entre femmes, elle entre à la Grande Loge féminine. Donc je veux dire, le choix, il est en amont. Voilà. Et si je peux me permettre, mais là c'est très intégriste ce que je vais dire, l'objet d'entrer en franc-maçonnerie, la raison, le but d'entrer en franc-maçonnerie, c'est pas de savoir si on va travailler avec des femmes ou sans, c'est de savoir comment on va faire et dans quel espace on se trouvera le mieux pour s'améliorer et pouvoir espérer améliorer son environnement. C'est ça qui est pour moi l'essentiel. Pour le reste après, c'est une question de choix. Si on se sent mieux en travaillant dans un espace, un environnement mixte, eh bien, il y a ce qu'il faut, comme le dit Jean-Pierre. Sinon, au cas contraire, les femmes comme les hommes peuvent se retrouver entre eux et entre elles pour travailler à s'améliorer dans le meilleur espace possible et dans les meilleures conditions possibles. La maçonnerie a plusieurs aspects, c'est justement là de sa démocratie. Je ne pense pas que l'uniformité soit la démocratie. La démocratie, c'est le choix structurel dans lequel on travaille. Mais encore une fois, moi je ne suis pas du tout misogyne, je considère que ce sont les femmes qui nous font, et je suis personnellement très féministe, mais je pense que chacun a le choix de travailler comme il veut. Le choix étant large, il n'y a pas. Bonjour à tous. Alors, je suis une femme, vous voyez, mais aussi une sœur. Et donc, je suis fière d'être franc-maçonne. Je travaille donc en loge mixte. Et je dirais que l'important est de travailler entre esprits, qu'ils soient femmes ou hommes. Et que nous pouvons aussi dire que nous avons une part féminine en nous, une part masculine en nous. Et je signe totalement cette part masculine en moi. Et que, concernant les fraternelles, je dirais que ça pourrait être considéré comme des ateliers de travail pour améliorer les professions et dans l'évolution des lois, par exemple, des porteurs de lois pour améliorer un certain nombre de métiers. Oui, je ne pense pas que ça s'appelle une réponse, je partage tout à fait ce que tu as dit. Mon très cher frère conférencier, Jean Terrière, maître maçon, je voulais te remercier. J'ai trouvé cette conférence très très intéressante et informative, j'ai appris pas mal de choses. Je voulais juste préciser un petit truc rapidement et puis deux petites questions.
D'abord, l'histoire de... J'ai des amis qui se fichent de moi, qui me disent « t'es dans une secte ». Et en fait, je leur réponds, je sais pas si tu l'as dit, ça a peut-être échappé, la différence avec une secte, c'est qu'on peut y rentrer ici, les sectes, on y rentre facilement et on en sort difficilement. Et chez nous, c'est exactement l'inverse. On n'y rentre pas très facilement, en tout cas ça prend du temps. Et puis, on en sort quand on veut, c'est très simple. À propos des démissions, il y a beaucoup de démissions. C'est souvent peut-être parce que des gens sont déçus. Ils s'attendent à trouver des réponses, ils s'attendent à trouver une élite extraordinaire. En fait, on est des gens vraiment comme tout le monde. Il y en a qui partent parce qu'ils ont été un peu impatients, ils auraient voulu trouver tout de suite plein de réponses, et puis des gens supérieurs à la moyenne, alors qu'en fait, il y a des, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des cons partout, il y en a pas mal chez nous aussi. Peut-être moi le premier. Et donc, une autre... Oui, voilà, on cultive l'humilité normalement. Humilité, humour, humus, c'est la terre. Donc, une petite question. J'ai un ami qui est un franc-maçon dit repenti et qui est un grand adversaire de la franc-maçonnerie maintenant. Il fréquente des gens qui parlent du New World Order, tout ça. Et ils disent qu'on prête serment qu'on va devenir de parfaits Noachites. Et que, je sais, moi je n'avais pas du tout fait attention à ça, mais en regardant bien les textes, il paraît qu'on est des Noachites, alors je ne sais pas si c'est des disciples de Noé, etc. Je ne sais pas si, on n'en parle jamais en fait entre nous, je ne sais pas si c'est quelque chose, en tout cas ils y tiennent beaucoup et ils sont persuadés que si on n'est pas avec la religion, on est contre. Enfin, bon, ça c'est juste une petite remarque. Et puis une autre, plus à propos des politiques, tu as cité Robert Boulin. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais je crois pas. C'était un franc-maçon de la Grande Loge de France qui a été, je pense, assassiné. Et la thèse du suicide est encore en cours. Et je ne sais pas du tout si tu peux nous apporter un peu de lumière là-dessus. Mais c'est vraiment encore un problème. Merci. Il y a beaucoup de questions. Le noachisme, simplement pour rappeler que nous sommes les enfants du chantier et que Noé, c'est le premier chantier, l'arche de Noé, tout simplement. Avant même la création du temple de Jérusalem, la tour de Babel, Noé, c'est celui qui a créé le premier chantier. Donc, aussi en référence, effectivement, puisque nous avons repris cette tradition des constructeurs. C'est symboliquement notre histoire. Robert Boulin, on a beaucoup parlé, on en parle encore. On sait que Robert Boulin s'est noyé dans 30 cm d'eau, ce qui paraît effectivement bizarre. Je crois que l'affaire est toujours en justice, donc je ne vais pas en parler, je n'ai pas d'opinion particulière. Non, ce que je sais simplement, c'est que Robert Boulin était effectivement conseiller fédéral à la Grande Loge de France et qu'il avait convaincu Giscard de se faire initier. C'était une histoire assez amusante qu'il avait vécue à l'époque. Voilà. Et Giscard avait simplement demandé, il avait mis ses conditions, il voulait être initié à l'Élysée, et pas ici, et il voulait avoir les trois premiers degrés d'un coup, comme les a vus Voltaire, qui avait effectivement 80 ans. Donc il y a eu une négociation, la Grande Loge de France a dit non, on arrête là, voilà. Bon, maintenant, j'étais encore en culotte courte à l'époque. Ça s'est fait en d'autres temps, de passer du premier au temps. Oui, ça s'est fait pour Voltaire, ça s'est fait pour... Peu importe, voilà. Maintenant, voilà, non, j'en dirai pas plus sur l'affaire Boulin. C'est vrai que Boulin avait été dans le collimateur. Bon, Boulin, c'est vrai que peut-être Boulin gênait aussi parce qu'il était franc-maçon. C'est possible d'un certain nombre de ses amis politiques que ses adversaires politiques, comme c'est souvent le cas. Mais c'est une triste histoire, parce que c'est un garçon brillant, je crois. Il était sans doute appelé à devenir brillant, voilà. Des destins comme ça qui sont écrasés, qui s'explosent. Voilà l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Bon, moi je suis un simple visiteur du monde profane. Ce que je voulais poser comme question tout à l'heure, lors de votre exposé, vous avez parlé de Jérusalem et vous avez dit que c'était une ville où vous étiez acquis, qui ne vous laissait pas indifférent. Alors c'est assez... pourquoi Jérusalem, sachant que c'est une ville qui représente la religion, des trois religions d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Alors, d'abord pour l'Occident chrétien, le christianisme est issu du judaïsme. Jérusalem a évidemment une importance. L'importance, c'est quand même le lieu de l'origine des trois religions monothéistes, donc christianisme,
judaïsme et islam, puisque je crois que c'était Jérusalem, Canas, s'envole pour le paradis, mais surtout parce que les francs-maçons, nous avons repris, c'est un secret, je ne vous dévoile pas de secret, nous avons repris la tradition de la construction des cathédrales, et la cathédrale elle-même reprend la construction du temple de Jérusalem. Nous sommes les héritiers de ce qu'on appelle la tradition salomonienne de la construction du temple. Voilà. Sauf que nous ne construisons plus le temple matériellement, nous le construisons à titre symbolique, spirituel et intellectuel. Voilà. Donc la référence au temple de Jérusalem. Donc le mur des lamentations à Jérusalem, qui est la façade nord du temple de Salomon, la seule chose qui reste, est très emblématique bien sûr pour le monde juif, elle est aussi pour les francs-maçons, parce qu'elle incarne effectivement l'aspect visible de notre quête philosophique à travers le temple de Salomon. Voilà. Mais c'est une quête, tout ça, je dirais, mentale et spirituelle, c'est pas physique. Mais si je peux me permettre d'ajouter, nous sommes aussi les enfants de la philosophie grecque. Un certain nombre de nos grandes orientations viennent de la notion du cosmos telle qu'elle était présentée par Socrate, Platon et les philosophes de l'Antiquité, comme d'ailleurs aussi la devise de Socrate, connais-toi toi-même. Ça veut dire qu'en effet, nous avons des filiations qui viennent de loin, de la tradition, et que la tradition judéo-chrétienne fait partie de celle à laquelle nous nous rattachons, mais pas en tant que lieu lui-même, en tant qu'idée. On peut aussi ajouter la tradition aristotélicienne, puisqu'on sait qu'Aristote et son école étaient une association scientifique, mais dont le fonctionnement comportait un aspect initiatique. En fait, on est les enfants d'un ensemble de traditions. Toute tradition mentale, nous sommes une association, nous sommes une structure de pensée occidentale, mais nous pouvons trouver des références dans l'ensemble du monde, puisque l'ensemble du monde a toujours cherché des références initiatiques, des références spirituelles. Et notre message étant international, on se nourrit réciproquement des apports. Donc un franc-maçon, il peut aussi être inspiré par Aristote, comme il peut être inspiré par Bouddha, comme il peut être inspiré par Jésus. Peu importe. L'important, c'est que la tradition soit une véritable recherche authentique et personnelle. Allez, peut-être encore une question, sinon nous allons terminer cette rencontre. Bonjour, merci. Moi, je voulais savoir quelque chose. Par exemple, en Afrique, la franc-maçonnerie fait peur et en même temps fait envie. Récemment, dans un pays francophone, un des frères, vous l'appelez frère, était décédé. Et l'Église a refusé qu'on lui fasse une prière. Donc du coup, les supputations étaient là, tout le monde disait que non. Quand on est vraiment chrétien ou musulman, on ne peut pas être franc-maçon. Et même, je me rappelle, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, à un moment donné, disait qu'il était franc-maçon, mais qu'il en est ressorti, parce que pour la religion musulmane, c'est inconcevable d'être franc-maçon et d'être pratiquant. A contrario, aussi vous faites envie, parce que récemment, même au niveau des dirigeants politiques africains, la plupart, on constate que ce sont des francs-maçons, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, et même récemment avec l'élection de Georges Weah à la tête de la présidence, où tout le monde a dit qu'il a été élu parce qu'il est franc-maçon. Donc du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites vraiment pour rassurer ou pour changer la perception négative que les gens ont de la franc-maçonnerie? Si oui, parce qu'en fait, ça reste quand même le parcours, la cooptation ou le parcours d'adhésion reste assez, excusez-moi du terme, assez glauque pour les profanes que nous sommes. Donc, qu'est-ce que vous faites vraiment? Non, mais c'est pour ça que je dis, excusez-moi du terme. Merci. Alors, je vais vous répondre en vous disant que j'ai eu le grand privilège et le bonheur d'être initié très jeune avec un frère africain, qui malheureusement est mort maintenant. Donc j'ai été tout de suite, pour moi, africanisme et maçonnerie ont été liés, parce que j'ai découvert la maçonnerie en même temps, quoi. Donc il y a beaucoup de frères africains chez nous, c'est très bien, ils nous apportent énormément. Alors l'Afrique, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, je sais qu'il y a ce préjugé, alors en même temps,
vous me dites que c'est très mal vu, et en même temps, on sait que la plupart du corps politique africain est franc-maçon. Donc on est dans une ambiguïté assez impressionnante. Je connais mieux la Caraïbe, où là aussi la franc-maçonnerie est très très importante dans la vie quotidienne, dans la vie politique. Elle a même été dans l'histoire de la maçonnerie, puisque le rite que nous pratiquons ici a été en partie restructuré dans la Caraïbe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, je ne sais pas trop le sens de votre question. Je sens que beaucoup d'Africains sont maçons, beaucoup d'Africains apportent beaucoup à la maçonnerie. En même temps, l'Église est puissante en Afrique, enfin, elle est puissante, elle est en concurrence avec l'islam, et les deux sont un regard critique ou agressif sur la maçonnerie. Alors, je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de creuset d'influence qui est important en nous. Nous, ce qui nous importe, c'est pas tellement les relations de l'islam, nous, c'est mes frères individuellement. Donc, ce qui nous importe, c'est que des hommes viennent chez nous, qui viennent d'Afrique, d'Océanie, du Nord, du Sud, de l'Ouest, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient... peu importe, ça n'a strictement aucune importance. Voilà, donc ils sont les bienvenus chez nous, on aime travailler avec eux. Voilà, après qu'il y ait des buts d'influence en Afrique, je ne sais pas. Je sais que la Grande Loge de France administre un certain nombre de loges en Afrique, je crois que la maçonnerie est importante en Afrique. Voilà. Dans la maison, on voit régulièrement des demandes de création de loges. Je crois que la ville maçonnique africaine est forte, puissante. Après, c'est à elle à se positionner par rapport à l'Église. C'est pas trop à nous. On n'a pas un rôle d'arbitre entre les deux, je veux dire. C'est comme ça. Mais je crois encore une fois, c'est bien rappeler qu'il y a deux démarches différentes, mais elles ne doivent pas être en concurrence. Encore une fois, on peut être chrétien ou musulman et franc-maçon, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un jeune islam assez combatif en Afrique contre la maçonnerie, j'en ai parlé, une plus ancienne église assez combative, je le regrette, parce que je pense que tout le monde peut cohabiter. Encore une fois, je ne vois pas à titre personnel pourquoi on ne peut pas être musulman, catholique et maçon en même temps. C'est pas... Le problème, c'est que ce n'est pas l'opinion de l'Église, quelle qu'elle soit. Oui, voilà, c'est pas notre problème. À partir du moment où on a la prétention d'apprendre à penser tout seul à la notion d'absolu ou d'infini, probablement que ça vient se télescoper avec la notion de Dieu et de sa volonté révélée. Et que du coup, entre le dogmatisme des uns et la volonté de réfléchir et de penser seul des autres, il y a forcément contradiction. Et quant à la politique, il est probable en effet que dans les pays d'Afrique, les francs-maçons sont plus proches du pouvoir que probablement en Europe, et que ça peut en effet expliquer quelques réactions de ce type. Mais c'est localisé, si je veux dire. Mais forcément, quand on est africain, qu'on vit en Afrique, on a probablement ce genre de réflexe, de réflexion, de contradiction. Et j'ajouterais, on n'en avait pas parlé, nous avons beaucoup de frères africains qui ont vécu d'autres modes initiatiques, puisque nous ne sommes pas les seuls représentants de l'initiation, il y a des initiations typiques de l'Afrique, et ces frères qui ont reçu des initiations traditionnelles africaines et qui rentrent chez nous apportent beaucoup dans la connaissance ésotérique ou autre, et c'est extrêmement important de les avoir avec nous. Voilà. Donc nous pensons que tout est compatible. Après, s'il y en a qui pensent que c'est pas compatible, on ne peut plus le répéter, mais on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, si vous le permettez, je vais remercier en votre nom Jean-Pierre Thomas pour sa prestation. Nous espérons qu'il reste encore quelques secrets après ce qu'il a dit, pour que vous ayez envie de venir y voir de plus près. Si vous êtes des hommes, venez donc à la Grande Loge. Si vous êtes des femmes, on vous conduira à la Grande Loge féminine. En bas, vous trouverez à la fois un stand de notre publication qui s'appelle Point de vue initiatique, et